Le 2 août 1993, aux alentours de midi, Doreen, une habitante de Savona dans l'État de New York, s'inquiète de ne pas voir rentrer son fils Derek du camp d'été auquel il s'était rendu le matin. Ce matin-là, elle n'avait pas pu l'emmener et avait pour la première fois autorisé le petit de bientôt 5 ans à faire le trajet de 6 minutes à pied seul. Une décision qu'elle regrettera toute sa vie. Ça, c'était un avant-goût de l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui. Et moi, c'est Nelly. Ici, je poste à raison de 2 fois par mois des vidéos traitant d'affaires criminelles, mais aussi parfois de cultures alternatives ou de musique métal, ou parfois le tout mélangé. Et si c'est un programme qui vous intéresse, je vous suggère pourquoi pas de vous abonner. Je tiens quand même à faire un avertissement concernant cette vidéo qui va être particulièrement difficile à entendre pour certains d'entre vous puisqu'elle mentionne des abus et un meurtre sur un enfant. Donc comme à mon habitude, je ne vais pas m'étaler dans le trop gore ou spectaculaire, mais ça peut rester très difficile. Donc si vous estimez que c'est un peu trop pour vous, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Mais avant de nous lancer dans l'affaire, laissez-moi vous parler quelques instants de notre sponsor du jour, Shadows, la première plateforme de streaming, jeu de mots, entièrement dédiée au cinéma de genre, horreur, fantastique et thriller, dont je suis particulièrement friande. Shadows est une plateforme française gérée par des passionnés, 100% légale bien sûr, et dotée d'un catalogue énorme, près de 500 films longs et courts-métrages et des nouveautés chaque vendredi. Et il y en a pour tous les goûts, des grands classiques, des pépites obscures, des exclusivités. En plus, ils sont classés par sous-genre, slasher, survival, gore, home invasion, found footage, pour ne citer que mes sous-genres favoris. Quelques exemples de pépites en exclusivité Shadows en ce moment. Rats, une comédie gore américaine à la vibe très émo et punk rock qui propose un portrait au vitriol de l'Amérique moderne, à mi-chemin entre un épisode de South Park et un film de John Waters. C'est fun, chaotique, absurde et délirant, et c'est pile le genre de pépite dont regorge Shadows, justement. Et si vous êtes d'humeur plus sombre, je vous conseille Soft and Quiet, un home invasion très original à l'ambiance ultra pesante. On y suit la plongée vertigineuse dans l'horreur d'un groupe de femmes partageant les mêmes idées politiques radicales. Un engrenage aussi malaisant que maîtrisé. Et gardez un peu d'énergie pour la grosse exclue Shadows du moment. Le film néo-zélandais d'horreur psychologique The Rule of Jenny Penn, sorti en mars 2025, le film nous plonge dans un cadre original, celui d'une maison de retraite. À titre perso, je crois que c'est la première fois que je vois un film qui se passe dans ce genre de lieu. On y suit la descente aux enfers de Stefan Mortensen, un juge ayant atterri là-bas après un AVC, victime d'un autre résident et de la poupée dont il ne se sépare jamais, Jenny Penn. Tous les deux déterminés à imposer leur règne de terreur. L'ambiance est pesante, l'intrigue se déploie impitoyablement et le tout est mené par les performances époustouflantes des 2 acteurs principaux, Geoffrey Rush et John Lithgow, connus pour avoir interprété le tueur en série ultra flippant Trinity dans la série Dexter. À ne pas rater. L'abonnement Shadows coûte 4,99 € par mois sans engagement et grâce au code NellyKitty 2025 et ce uniquement en passant par le site internet, vous pourrez vous connecter après sur votre télé ou sur l'application. Vous pourrez profiter de Shadows pour 1 € seulement par mois pendant 3 mois pour tout nouvel abonnement. Et pour ça, rendez-vous sur le lien que vous trouverez en com épinglé et en description. Un grand merci à Shadows de me faire passer de très bonnes soirées et d'avoir sponsorisé la vidéo du jour dans laquelle nous n'allons maintenant plus tarder à nous plonger. Eric Smith est né le 22 janvier 1980 et a grandi dans une petite ville de 800 habitants, Savona, dans l'État de New York, auprès de sa mère Tammy, de son beau-père Ted et de ses 2 frères et sœurs. La famille est très dysfonctionnelle. La mère Tammy a divorcé de son précédent compagnon Randy alors qu'elle était enceinte de lui, enceinte du petit Eric. Et Randy, malgré un test de paternité qui prouvait son lien avec l'enfant, c'était bien lui le père, n'a jamais voulu avoir de contact avec celui-ci, alors qu'il entretenait des liens avec l'autre enfant qu'il avait eu avec Tammy, la mère d'Eric, Stacy.
Ted Smith, le nouveau compagnon de Tammy, qu'elle a rencontré pendant la procédure de divorce et a immédiatement épousé après celui-ci, a légalement adopté Eric, qu'il considérait comme son propre fils. Il est à noter que, en grandissant, Eric ne savait absolument pas que Ted n'était pas son père biologique. Ça, on y reviendra. Et des choses très graves se passent à l'intérieur du foyer, justement en rapport avec Ted, qui n'est pas vraiment l'homme de valeur qu'on pourrait imaginer vu qu'il a adopté le petit dont le père biologique ne voulait pas. Car Ted est connu dans le quartier pour son tempérament violent. Il s'en prend aux enfants du voisinage dès qu'il les estime trop bruyants ou trop agités. Mais il s'en prend évidemment également à ses propres enfants, dont Eric, et ce, autant verbalement que physiquement. Et pour compléter le tableau, Ted est aussi violent avec Tammy, la mère de famille et la mère de Eric, et ce, sous les yeux des enfants. Et pire encore, il a abusé sexuellement Stacy, la sœur d'Eric, sa fille adoptive, et ce à plusieurs reprises lorsqu'elle avait 11 et 14 ans. Elle dénonce les faits alors qu'elle a 16 ans et Ted les reconnaît sans sourciller, mais il essaie de les minimiser et il explique que c'est arrivé qu'une seule fois. Pour une raison qu'on ignore, Ted ne sera pas condamné pour ses faits par la justice et devra se contenter de suivre des sessions de thérapie. Quant à Stacy, la victime, elle est quant à elle retournée vivre chez Randy, son père biologique qui est aussi celui d'Eric. Vous aurez compris si vous avez suivi, mais je sais que c'est un peu dur à suivre pour le coup. Tammy, la mère d'Eric, souffre d'épilepsie et a continué à suivre son traitement durant sa grossesse. Mais les médicaments qu'elle prend sont connus pour pouvoir causer des dommages au fœtus. Et même si ce n'a pas été prouvé, il est raisonnable de penser que ça a pu être le cas. Et ça aurait causé des troubles de développement chez le petit Eric. Par exemple, à 2 ans, Eric n'a toujours pas dit son premier mot, ni fait son premier pas. Il marche et commence à parler avant ses 3 ans, donc c'est pas non plus trop inquiétant, mais il rencontre de graves troubles du comportement. Il fait des crises quotidiennement en se cognant violemment la tête contre les murs ou contre le sol, ou en retenant sa respiration jusqu'à obtenir ce qu'il veut, comme Pépé, le fils de Soupe à l'oignon y crouton dans Astérix en Hispanie, si vous avez la ref. Et il se cogne si violemment qu'on peut imaginer que ça n'a pas arrangé les problèmes cérébraux qu'il pouvait peut-être déjà avoir à cause des médicaments ingérés in utero. En une occasion, alors qu'il avait 3 ans, Eric s'est levé dans le milieu de la nuit, s'est rendu dans la cuisine et a mis le feu à une pile de papier en utilisant la gazinière familiale. À 5 ans, il a commencé à faire pipi au lit, ce qui durera jusqu'à ses 11 ans. Et dès le plus jeune âge, Eric prenait plaisir à faire du mal aux animaux, on y reviendra un peu plus tard. Bref, en gros, il coche toutes les cases de la triade McDonald ou triade de sociopathie. C'est l'ensemble des 3 caractéristiques comportementales qui, si elles sont présentes chez l'enfant, peuvent souvent faire craindre des comportements violents à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et Eric les cumule toutes: pyromanie, énurésie nocturne et cruauté envers les animaux. Et on peut noter chez lui d'autres comportements problématiques et inquiétants, même s'ils sont quand même un peu plus anecdotiques. À 4 ans, il s'intéresse déjà aux filles de manière sexualisée. Et à 9 ans, il fume quotidiennement un paquet de cigarettes. Vous avez bien entendu. Alors évidemment, ces 2 informations sont plus à mettre en rapport avec son environnement, avec l'éducation qu'il reçoit, parce que clairement les cigarettes, il va pas les acheter tout seul. Et on peut clairement s'inquiéter de ce à quoi il est exposé et des comportements qui sont encouragés. On ne sait pas si Eric a été victime d'abus sexuels de la part de Ted, son père adoptif, il ne l'a jamais dit, mais c'est tout à fait probable quand on constate qu'il a sexualisé les filles très jeunes et quand on sait surtout que Ted a bel et bien abusé sexuellement sa sœur Stacy. Et à l'école, ça ne se passe pas mieux qu'à la maison. Souffrant d'un retard d'apprentissage, il a redoublé 2 classes dans le primaire et à 13 ans, il a l'âge mental d'un enfant de 8-9 ans maximum. Et ça lui vaut des moqueries et un harcèlement constant de la part des autres enfants. Il se moque surtout de sa manière un peu plus lente que la moyenne de parler, ainsi que du fait que, quand il parle, il lui arrive parfois de baver un peu. Mais la raison principale, c'est son apparence. Ses cheveux roux, épais, ses taches de rousseur, ses oreilles un peu plus basses que d'ordinaire et ses grosses lunettes de vue. Eric essaye de s'intégrer, il s'implique dans les activités sportives, traîne dans les parcs où les autres passent du temps, mais ça ne marche pas, le harcèlement continue de plus belle et il est seul en permanence, finissant souvent ses journées en pleurant dans un coin et en se grattant parfois le visage jusqu'au sang. En une occasion, le harcèlement qu'il subit à l'école a des conséquences encore
plus importante qu'à l'accoutumée. L'un des enfants commence à se moquer de lui en l'appelant l'orphelin et en lui disant qu'il n'a pas de père, que son père, Ted, n'est en réalité pas son père biologique. Parce que rappelez-vous, je vous ai expliqué que Ted Smith, celui qui est violent et qui s'est livré à des abus sexuels sur la sœur de Eric, Stacy, n'est pas le père biologique de Eric. Il s'agit en fait de Randy, l'ex-mari de Tammy, la mère d'Eric, et qui est aussi le père de Stacy. Et il se trouve que Eric connaît Randy, puisque celui-ci passe régulièrement à la maison pour s'occuper de Stacy, la sœur de Eric qui est aussi sa fille, avec laquelle il a gardé des liens. C'est un véritable choc pour Eric de découvrir que cet homme qu'il croise souvent sans se douter une seconde de qui il est en fait son véritable père. Mais c'est surtout très compliqué pour lui d'accepter qu'il a gardé des liens avec sa sœur, mais pas avec lui. En 93, quand Eric Smith a 13 ans, il continue de subir du harcèlement psychologique et des violences physiques autant à la maison qu'à l'école, et il devient de plus en plus haineux et violent. Et cette rage commence à s'exprimer sur des animaux innocents. Il y a tout d'abord les serpents qu'il trouve dans les petites zones boisées des environs qu'il prend plaisir à tuer. Puis rapidement, il grimpe d'un cran et s'en prend aux animaux familiers, aux chats du quartier. Quand je dis grimpe d'un cran, ça ne veut pas dire que la vie d'un serpent est moins importante que celle d'un chat. Ce que je sous-entends, c'est que humainement, c'est quand même très différent de s'en prendre à un animal sauvage que de s'en prendre à un animal qui vit avec les humains et qui compte aux yeux des humains. C'est prendre un peu plus de risques et c'est faire preuve d'une sorte de cruauté supplémentaire à mes yeux. Il va même jusqu'à tuer le chat de son propre voisin avec lequel il entretenait pourtant de bons rapports. Et en grandissant, il finit par retourner la dynamique qu'il connaît depuis toujours avec les autres enfants en devenant lui-même un harceleur, alors qu'il était jusque-là harcelé. Et il commence à s'en prendre à des enfants plus jeunes et plus faibles que lui. Il se montre aussi violent avec des adultes, par exemple avec ses professeurs, et il va même jusqu'à leur proférer des menaces de mort. Et au quotidien, lorsque quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, cherche à rentrer en contact avec lui, il se retourne et ne répond pas. Il se contente de le toiser froidement, de le fixer avec un regard très inquiétant, le même regard qu'on voit sur les photos de lui trouvables sur Internet aujourd'hui. Et à cette époque, Eric Smith commence à dire autour de lui, y compris à son beau-père Ted Smith, qu'il a envie de faire du mal aux gens. Et malin comme il est, Ted lui conseille tout simplement de se défouler sur un sac de frappe. En même temps, je vois pas quel genre de conseil on peut attendre d'un homme qui est lui-même violent et agresseur sexuel. Enfin. Durant le mois d'août 1993, la ville de Savona organise le camp d'été annuel pour enfants dans un parc local. Ils peuvent y faire de multiples activités sportives et la plupart des enfants a vraiment hyper hâte d'y aller. Et c'est le cas d'Eric Smith qui, ce matin du 2 août 1993, a décidé de s'y rendre à vélo. Mais ses parents ne l'ont pas inscrit au camp et il a surtout pour projet de mettre le bazar et de causer du trouble pour se venger du fait de ne pas pouvoir profiter des activités avec les autres. Et ça lui vaudra de se faire chasser du parc où se tient le camp par un des organisateurs. Eric repart alors sur son vélo, furieux, et c'est à ce moment qu'il croise la route du petit Derek Roby, 4 ans, qui lui est bien inscrit et s'y rend ce matin-là seul, pour la première fois. Derek est né en 1988 et a grandi à Savona auprès de ses parents Dale et Doreen et de son petit frère Dalton. C'est un petit garçon très vif qui adore s'amuser, faire des blagues, du sport, de la pêche et s'occuper de son petit frère. Il adore les animaux, il collectionne les vers de terre auxquels il donne même des noms. Il est adoré dans son quartier parce qu'il est très mignon et serviable et on lui donne même le surnom de maire non officiel de Savona parce qu'il a pour habitude de saluer très poliment les gens qui passent dans la rue, un peu comme ça, comme s'il était un représentant officiel de la ville. Et ce lundi 2 août 1993, Derek regarde l'heure tourner. Il est 9h10, les activités au camp ont commencé à 9h, donc il est déjà en train de rater le début de la partie de T-ball, qui est son sport préféré. Mais sa mère lui demande d'attendre un petit peu parce que là, elle est occupée avec le bébé, son petit frère Dalton, qui est en train de faire ses dents et qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Derek se met alors à supplier sa mère Doreen de le laisser s'y rendre par lui-même. Il a 5 ans dans 2 mois, il est très débrouillard, mais bon, il est encore petit et il n'est jamais sorti seul encore. Mais le parc où se déroule le camp d'été pour enfants se trouve à seulement 5-6 minutes à pied du domicile des Roby. Donc le petit garçon insiste et la mère finit par céder.
se disant que bon, c'est une fois de temps en temps, c'est que aujourd'hui, et puis le quartier est sûr. Donc voilà, elle le laisse y aller tout seul. Et c'est une décision qu'elle regrettera malheureusement toute sa vie. À 9h15, Derek prend alors la route pour le camp d'été, tout seul, avec son petit panier repas sous le bras. Au bout de quelques minutes de marche, il croise la route d'un garçon plus vieux à vélo. Vous aurez compris qu'il s'agit d'Eric Smith. Celui-ci est alors furieux de s'être fait chasser du camp d'été et a décidé de passer ses nerfs sur quelqu'un. Et Derek semble être la cible idéale pour lui, puisqu'il est plus jeune, plus petit, plus faible, et surtout, il n'y a pas de surveillance adulte avec lui. Alors Eric s'approche de lui sur son vélo en lui disant « Hé petit, hé petit !» Dans un premier temps, Derek, qui est très obéissant, applique à la lettre les consignes de ses parents et ignore le garçon plus vieux. Mais Eric insiste, lui proposant de lui montrer un raccourci pour aller au camp. Derek lui dit alors « Je ne suis pas censé faire ça », en référence au fait qu'il n'a pas le droit de parler aux étrangers. Car Eric est un enfant, certes, mais il reste quand même bien plus grand et bien plus impressionnant que Derek, et il y a des chances que le petit se soit senti un petit peu impressionné, un peu apeuré quand même. Mais face à son insistance, le petit finit par céder et les deux se rendent dans une zone boisée qui est au bord de la route. La végétation est très dense là-bas, même si l'endroit est petit, donc on ne peut pas les voir depuis l'extérieur. Très rapidement, dès qu'ils sont à l'abri des regards, Eric se jette sur Derek et commence à l'étrangler. Le petit garçon ne se laisse absolument pas faire et réussit même à s'échapper, mais Eric le rattrape. Il est plus grand, plus fort. Derek a beau être courageux et énergique, il ne fait pas le poids physiquement. Eric recommence à étrangler Derek, qui au bout d'une trentaine de secondes finit par tomber au sol, luttant pour sa respiration. Eric lui arrache alors des mains sa boîte à déjeuner, qu'il ouvre, il étale au sol tout le contenu, et il prend une serviette en papier qui se trouvait dans la boîte, qu'il va enfoncer dans la gorge de Derek. Derek continue à se défendre, il parvient même à mordre Eric au doigt, mais malheureusement, ça va ne faire que décupler la rage de l'agresseur, qui se saisit d'une petite pierre et va frapper l'enfant au visage à 3 reprises. Il va ensuite trouver une plus grosse pierre, tellement grosse qu'il a même du mal à la déplacer. Elle fait 12 kilos et il la laisse tomber d'une petite hauteur sur le corps du petit garçon. Et il répétera cette opération 3 fois. Ensuite, Eric décide de se reposer un peu parce que c'est fatigant d'agresser quelqu'un quand même. Et il se sert dans le déjeuner du petit Derek. Il prend une boisson qui est très commune aux États-Unis, du Kool-Aid rouge. Il en boit un peu, puis s'amuse à en verser dans les plaies qu'il a créées sur le corps du petit. Derek ne bouge alors plus, il est certainement déjà mort. Mais Eric décide d'escalader encore un petit peu plus dans l'horreur. Il se saisit d'un bâton de bois et se livre à une agression sexuelle sur le corps de sa victime. Ensuite, Eric traîne le corps plus loin dans les bois et décide d'arranger la scène en lui retirant ses chaussures et en les plaçant chacune à côté d'une des mains de l'enfant inerte. Puis il a décidé de passer ce qui lui restait de rage sur les restes du déjeuner de sa victime, piétinant la banane qu'il comptait manger en dessert. Puis il essuie ses mains ensanglantées sur son pantalon et quitte le petit bois, va réenfourcher son vélo qu'il avait laissé sur la route en bordure du bois et retourne au camp d'été. Dans l'heure qui suit, Eric va retourner à 3 reprises auprès du corps de sa victime. La première fois pour vérifier qu'il est bien mort, et c'est malheureusement le cas, le petit Derek Roby a succombé d'un trauma crânien. Mais les 2 autres fois, lorsqu'il retourne voir le corps du petit Derek, c'est uniquement par plaisir. Au bout d'1 heure, une pluie battante se met à tomber et tous les enfants rentrent un peu précipitamment chez eux. Et ça ne passe pas inaperçu à Doreen, la mère de Derek Roby. Elle est donc très inquiète quand elle voit que lui ne rentre pas avec les autres enfants. Elle se rend au parc et constate qu'il n'y est pas non plus. Elle appelle alors immédiatement la police. Je n'ai pas trouvé de précision sur le fait que les enfants avaient été incités à rentrer tout seuls chez eux. J'ai trouvé ça un peu bizarre que parce qu'ils se mettent à pleuvoir, tout le monde rentre chez lui par ses propres moyens, quel que soit l'âge. Parce que le petit Derek, certes, sa mère avait pris le risque de le laisser aller seul au camp, mais je n'ai pas compris qu'elle l'avait autorisé à rentrer seul. Bon, ça, j'ai pas pu éclaircir, je suis désolée. En tout cas, Doreen est absolument paniquée. Elle vient d'appeler la police pour signaler la disparition de son fils.
Et elle expliquera plus tard en interview que durant la matinée, elle a senti comme une vague de froid glacial lui traverser le corps, qu'elle a lutté contre cette sorte de pressentiment, mais qu'elle se dit maintenant qu'il s'agissait en fait du moment où son fils a perdu la vie. Des recherches sont immédiatement engagées pour tenter de retrouver le petit Derek Roby, 4 ans. Tout le quartier participe aux recherches parce que c'est quand même une communauté assez soudée et une disparition d'enfants comme ça, c'est pas commun. Tout le monde participe aux recherches, y compris la famille Smith, dont Eric lui-même. Et au bout de 4 heures de recherche, aux environs de 15h45, une des participantes aux recherches fait la découverte macabre, celui du corps inerte de Derek Roby. Il se trouve dans la zone boisée, située au bord de la route, qui se trouve entre le domicile des Roby et le camp d'été pour enfants. Les blessures sur le corps sont nombreuses et affreuses, et il semble évident que celui qui a fait ça est dangereux. Lorsque l'enquête commence, tout le monde est absolument persuadé que l'auteur du crime est un adulte, peut-être un pédophile, et probablement un étranger à la ville, parce que c'est toujours plus rassurant de penser ça. Les enquêteurs s'intéressent donc aux hommes de la région enregistrés en tant que délinquants sexuels, mais ça ne donne évidemment rien. La vérité n'est absolument pas envisageable à cet instant pour eux. Personne ne pouvait se douter une minute que l'auteur de ce crime atroce était un enfant âgé de seulement 13 ans. Les policiers interrogent tous ceux qui étaient présents aux alentours du lieu de la découverte du corps, y compris les enfants qui participaient au camp d'été. Et ça inclut Eric, même si lui n'y participait pas vraiment, vous avez compris, mais il était dans les parages. Et celui-ci ne se cache absolument pas d'avoir été présent sur les lieux, il est même plutôt bavard et se confie volontiers aux policiers. Et il n'en dit pas plus dans un premier temps, donc les policiers n'ont absolument aucun moyen de le soupçonner de quoi que ce soit. Mais sa mère, elle, trouve son attitude un peu bizarre. Alors elle ne pense pas non plus qu'il soit l'auteur du crime, évidemment, mais elle se dit qu'il a peut-être vu quelque chose. Alors elle rappelle la police pour leur demander qu'il réinterroge son fils. Et cette fois-ci, Eric va se livrer un petit peu plus. Il reconnaît avoir bel et bien vu Derek Roby ce matin-là, aux alentours de 9h15, alors que le petit se rendait au camp d'été. Et lorsque la police lui demande ce qu'il a vu, il dit qu'il n'a pas vu grand-chose parce qu'il avait pas ses lunettes et que sans ses lunettes, il a une très mauvaise vue. Mais étrangement, lorsque les policiers lui posent plus de questions, Eric se met à décrire la tenue que portait le petit garçon en détail. Les enquêteurs trouvent ça étrange, alors ils organisent une reconstitution qui confirme que d'où Eric se dit qu'il se tenait, il ne pouvait pas voir Derek assez bien pour être capable aujourd'hui de décrire sa tenue. Il est à noter qu'Eric semble très motivé à l'idée de se prêter au jeu de la reconstitution, comme si ça lui procurait du plaisir de se projeter mentalement dans son crime, de le revivre. C'est un comportement qu'on rencontre fréquemment chez les tueurs de sang-froid, mais là c'est quand même à noter qu'il s'agit d'un petit garçon de 13 ans, donc c'est d'autant plus déstabilisant. Et durant son interrogatoire, Eric continue d'avoir des attitudes suspicieuses. Par exemple, lorsqu'un des policiers lui offre à boire du Kool-Aid rouge, Eric pète littéralement un câble et envoie valser le verre au sol. Et les enquêteurs savent très bien que c'est cette même boisson qui a été versée sur les pieds de la victime, donc ça ne leur échappe pas. Autre chose, Eric va de lui-même déclarer « Je ne suis pas le genre de personne à tuer ou à agresser sexuellement quelqu'un ». Et c'est surtout cette dernière partie qui saute aux oreilles des enquêteurs, parce qu'à ce stade de l'enquête, absolument personne ne savait que Derek Roby avait subi une agression sexuelle. Enfin, personne ne le savait, à part les policiers et l'auteur du crime. Et à un autre moment, sous la pression des questions, Eric va de nouveau péter un câble, il va se mettre à taper ses poings sur la table en criant « Vous pensez que je l'ai tué, c'est ça ?» Mais malgré tout ça, les enquêteurs n'arrivent toujours pas à soupçonner ce garçon de 13 ans d'être l'auteur d'un crime aussi atroce. C'est hors de leur conception. Ils se contentent de penser qu'il en a été peut-être témoin et que c'est pour ça qu'il a 7 ans et qu'il a une attitude bizarre parce qu'il serait encore sous le choc. Durant les jours suivants, l'attitude d'Eric continue de troubler son entourage. Lorsque ses parents lui posent des questions, il livre des versions contradictoires, ce n'est jamais la même, et à plusieurs reprises, il demande à des adultes quelle serait la peine pour ce crime si on venait à découvrir que l'auteur était un enfant. Et un soir, alors qu'il est allé dormir chez son copain de 15 ans, Jason, il se réveille au milieu de la nuit, il s'allume une cigarette, parce que oui, vous avez peut-être oublié, mais Eric fume un paquet par jour,
et il utilise la cigarette allumée pour brûler le nez de Jason qui dort à côté de lui. Suite à cet incident, les proches de Eric, ses parents, ses grands-parents, persuadés que le jeune homme est en train d'extérioriser un traumatisme, un peu comme ce que pensent les policiers, décident d'organiser une intervention auprès de lui, de tous se réunir à ses côtés pour lui faire dire la vérité. Et Eric finit par craquer. Il se retourne vers sa mère et lui dit « Maman, je l'ai fait. J'ai craqué et je l'ai fait. Je suis désolée, maman. J'ai tué ce petit garçon. » Toujours incrédule, la famille d'Eric appelle quand même les policiers, qui l'embarquent pour un nouvel interrogatoire, durant lequel il livra cette fois-ci un récit détaillé des faits. Et à mesure qu'il raconte les tortures atroces infligées à sa victime, Eric semble prendre de plus en plus de plaisir à revivre son crime. Les policiers sont alors obligés d'admettre l'impensable. Ce garçon de seulement 13 ans s'est bien rendu coupable de ce meurtre horrible. Le procès d'Eric Smith se tient un an plus tard, en août 1994, et en raison de son jeune âge, il fascine l'opinion publique et les médias, qui le surnomment Freckled Face Killer, le tueur aux taches de rousseur. La défense met bien sûr en avant l'enfance chaotique de l'accusé, le harcèlement subi et les coups reçus de son beau-père afin de le mettre lui aussi en position de victime. Ses avocats avancent par ailleurs qu'Eric serait dépressif, accro à la nicotine et atteint d'un trouble appelé syndrome de la perte de contrôle épisodique ou trouble explosif intermittent, ce qu'il tente d'utiliser afin de prouver qu'il n'était pas pleinement responsable de ses actes. Mais lorsque l'accusation fait appel à des experts afin de pratiquer des tests sur Eric, ceux-ci ne trouvent absolument aucun trouble assez grave pour expliquer le geste ou pour faire penser qu'il n'en était pas pleinement conscient et qu'il n'en est pas responsable. Durant tout le procès, Eric est imperturbable, il fixe l'audience de son regard froid et inquiétant, celui qu'il a toujours eu et qui faisait déjà peur aux gens qui entraient en contact avec lui au quotidien. Il ne présentera aucune excuse, ne montrera aucune émotion. Et encore pire, lors d'un des jours d'audience, il porte un t-shirt représentant le personnage de cartoon Taz, le diable de Tasmanie, le dessin animé préféré de Derek Roby, qui, le jour du meurtre, portait lui-même un t-shirt à son effigie, donc Eric ne pouvait pas l'ignorer. Il est impossible de savoir si Eric a fait ça en prenant réellement conscience de cette coïncidence quand même assez dérangeante, s'il a fait ça par pure provocation, mais il est quand même surprenant que ses avocats ne l'en aient pas dissuadé. Quant à connaître le mobile, savoir pourquoi Eric Smith a tué si froidement un petit garçon de 4 ans, l'accusé explique que son geste n'avait rien de personnel contre Derek Roby, que ça aurait pu être n'importe qui d'autre et que sa rage n'était pas dirigée contre le petit garçon, mais contre tous les gens qui l'ont maltraité. En novembre 1994, Eric Smith est reconnu coupable du meurtre au second degré, c'est-à-dire sans préméditation, du petit Derek Roby, 4 ans. Il est condamné à la prison à vie avec un minimum de 9 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 9 ans, il pourra commencer à faire des demandes de libération conditionnelle. Ça peut paraître très peu, mais il se trouve que dans l'État de New York, c'est la peine maximale envisageable pour des criminels mineurs. Eric Smith est alors envoyé dans un centre de détention juvénile où il restera jusqu'à ses 21 ans avant d'être envoyé dans une prison pour adultes classique. En 2004, alors qu'il a 24 ans et qu'il a déjà purgé 11 ans, il obtient sa première demande de liberté conditionnelle. Mais lors de l'audience, il révèle, on ne sait pas pourquoi, il dit ça, mais écoutez, tant mieux, hein. Il révèle qu'il a pris du plaisir à tuer Derek et aurait recommencé s'il n'avait pas été arrêté. Sa demande de libération est logiquement refusée, mais tous les 2 ans, il peut en déposer une à nouveau, ce qui est absolument un enfer à vivre pour la famille de la victime. Parce que tous les 2 ans, ils doivent subir le stress d'être pendus à leur télé en cherchant à savoir si le tueur de leur enfant va être libéré ou non. Depuis sa prison, Eric Smith donne une interview dans laquelle il réitère que sa colère n'était pas dirigée contre Derek. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je me pose la question. My anger wasn't directed at Derek at all. It was directed at all the other guys who used to pick on me. Et affirme avoir changé et mérité sa liberté. Il parle même d'avoir envie de vivre le rêve américain, une vie normale, où il aurait une femme, une maison, un petit travail, etc. Il écrit aussi une lettre d'excuses à la famille de Derek Roby et s'excuse auprès de Derek. There's not a day that goes by in some way, shape or form that
I'm like forced to remember what I did. I'm automatically thinking I killed Derek, and the payment I caused Dale and Doreen Roby. And for that, I am sorry. And there's nothing I can do to bring him back. If I could switch places with him and take the grave for him to live, I'd do it in a second. Mais il n'est pas très convaincant. Et toutes ces demandes, c'est-à-dire 10 au total, seront refusées. Jusqu'à octobre 2021. Cette fois-ci, sa demande est acceptée. Et en février 2022, alors qu'il est âgé de 42 ans, Eric Smith est libéré après avoir purgé 28 années de prison. Il y a une petite manifestation qui est alors organisée à Savona, la ville d'origine de Eric Smith, là où il a tué Derek Roby. Les gens voulant exprimer leur choc à l'annonce de sa libération et exprimer aussi leur refus de le voir revenir s'installer à Savona. Aujourd'hui, Eric Smith vit quelque part dans le Queens, sans a priori avoir eu à changer d'identité. Il serait marié. Et plus inquiétant, il aurait manifesté la volonté de devenir éducateur auprès d'enfants victimes de harcèlement. Alors on ne sait pas si ce projet a été concrétisé, mais il est raisonnable de penser que ce serait peut-être pas une bonne idée. Je sais pas. Quant au petit Derek Roby, son absence a laissé meurtri toute sa famille à jamais. En 1994, une statue en son honneur a été érigée à Savona. Elle le représente en train de jouer à son sport préféré, le T-ball. Et en 2022, le parc dans lequel se déroulait le camp d'été auquel il se rendait quand il a été tué a été rénové et renommé Derek G. Roby Memorial Field en sa mémoire. Eric Smith, lui, vit toujours quelque part dans l'État de New York et n'a plus jamais fait parler de lui, en espérant que ça dure. J'ai fini ici de vous raconter le meurtre très triste et choquant et incompréhensible du petit Derek Roby, 4 ans, par un enfant de 13 ans, Eric Smith. C'est une affaire extrêmement connue, dont j'ai entendu parler il y a très longtemps, mais je me disais que c'était un peu un incontournable. Il fallait que j'en parle sur la chaîne. Je la trouve tellement triste et difficile à croire que voilà, je la trouvais très intéressante et j'avais envie de vous en parler. Donc écoutez, dites-moi si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me mettre le pouce en l'air et aussi à me donner vos avis en commentaire sur, écoutez, la réhabilitation potentielle de Eric Smith. A priori, ça se passe bien, mais on sait que c'est pas toujours le cas, hein. On a un exemple en Angleterre où 2 tueurs d'enfants qui étaient eux-mêmes enfants au moment du meurtre ont été libérés. Il y en a un qui a fait profil bas, l'autre a été finalement repris et réemprisonné pour pédophilie. Donc bon, ça se passe pas toujours très bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, est-ce que Eric a donné des gages de sincérité dans ses excuses ? Est-ce que vous pensez réellement que c'est une bonne idée de le laisser sortir ? Moi, je sais pas, je suis presque étonnée que ça se passe bien, mais tant mieux ceci dit. Je souhaite aussi à remercier une dernière fois Shadows d'avoir sponsorisé la vidéo. Et je vous rappelle qu'avec le code NellyKitty 2025, vous pourrez profiter de l'abonnement à Shadows pour 1 € seulement par mois et ce pendant 3 mois pour tout nouvel abonnement et le lien est en description. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous remercie également pour tous les très gentils messages d'anniversaire que vous m'avez écrits sous la vidéo précédente où je vous disais que je venais d'avoir 40 ans. Ouais, vous êtes trop mignons, vous êtes plein à me dire que je fais pas mon âge et tout. Bah, c'est trop sympa. Ça me fait trop plaisir. Mais bon, j'espère que c'est vrai, que vous dites pas ça juste pour me faire plaisir. Non, mais peu importe, ça me fait plaisir. Et moi, écoutez, pour une fois, j'ai pas énormément de choses à vous raconter, donc je vais vous laisser un peu plus tôt. Vous pouvez aller vaquer à vos activités, je ne vous retiens pas. J'espère, ceci dit, que vous allez très bien. Et je vous dis, à dans 2 semaines pour la vidéo suivante. Ciao.